Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans 52 minutes avec. Notre invité d'aujourd'hui fait partie de la génération des idéaux, du militantisme fougueux et pétri d'une belle virginité qui ne calcule pas, qui croit, qui aime l'autre, qui se révolte contre les injustices, qui se bat et qui ne baisse pas les bras. Son époque, celle des principes et des convictions, c'est une espèce en voie de disparition dans le monde d'aujourd'hui. Heureusement, lui et quelques-uns de ses semblables sont encore parmi nous. À 17-18 ans à peine, sorti de l'adolescence, l'âge des amours passionnés et juvéniles, il avait d'autres causes à fouetter. Il était déjà dans l'arène à Marseille, aux côtés des travailleurs immigrés, dans les comités Palestine. À 20 ans, il avait déjà tout vécu, tout enduré, la répression, les grèves de la faim, l'emprisonnement, l'expulsion. Certains naissent avec des cuillères d'argent dans la bouche. Lui est né, je pense, avec des slogans et un point levé. Oui, il est vrai, c'était un autre monde, une autre époque. Celui du bouillonnement politique et culturel, des convictions, des utopies aussi, celle de changer le monde. Mais le plus beau et le plus singulier dans l'histoire, c'est que notre invité est toujours, mais avec plus de lucidité et de pragmatisme, peut-être le jeune homme qu'il était à 18 ans. Il a traversé les années sans que ses principes, son combat pour les droits de l'homme ne prennent une ride. Homme d'écoute, de dialogue et de grande patience, un homme qui pense qu'il faut faire bouger les choses de l'intérieur, convaincu que l'idéologie des droits humains n'est pas seulement un combat d'opposants et que la garantie d'indépendance doit être éprouvée avec la force, l'intelligence et la tempérance nécessaires pour faire avancer les choses sans renier ses principes. C'est sûrement la raison pour laquelle il n'a jamais refusé les missions qui lui ont été confiées, que ce soit au Conseil national des droits de l'homme, le CNDH, ou au Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, CCME ou ailleurs. Notre invité d'aujourd'hui est Driss Liezemi, président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, ancien président du CNDH, ancien membre de l'instance équité et réconciliation IER et du Conseil consultatif des droits de l'homme, CCDH. Il a aussi été vice-président de la Ligue française des droits de l'homme, secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme et membre du comité exécutif du réseau Euromed Droit. Il préside la fondation, il a présidé jusqu'à peu la Fondation euro-méditerranéenne de soutien aux défenseurs des droits de l'homme en France, où il réside plus de 20 ans. Il a notamment contribué, où il a résidé plus de 20 ans, contribué à la création du Musée national de l'immigration, un long combat. Chef du pôle de la société civile, il a été chef du pôle de la société civile de la COP22 organisée en novembre 2016 à Marrakech, au Maroc. Monsieur Liezemi est membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et du Conseil, et a été conseiller du Conseil économique et social, environnemental et CESE, il l'était. Il a aussi siégé à la haute instance du dialogue national sur la réforme et la justice et à la commission consultative de révision de la Constitution. Il préside également la fondation SGL pour la protection et la promotion des droits de l'homme. Grand intellectuel et cinéphile, Driss Liezemi a co-réalisé un film, France, Terre d'Islam. Il a été commissaire général de plusieurs expositions et participé à la rédaction et à la coordination de plusieurs ouvrages collectifs dont nous pouvons citer Pour les droits de l'homme, les étrangers en France, Guide des sources d'archives publiques et privées 19e-20e siècle, Le Paris arabe. Driss Liezemi est aussi auteur, avec Rémi Schwartz, c'est ça, d'un rapport pour la création d'un centre national de l'histoire et des cultures de l'immigration, décoré par Sa Majesté le roi Mohamed VI, du Wissam al-Mukafa al-Wataniya de l'ordre de grand officier et du Wissam al-Hajj de l'ordre de commandeur. M. Liezemi est officier de la Légion d'honneur de la République française au titre des personnalités étrangères. Il est aussi officier de l'ordre de Léopold, l'une des distinctions les plus importantes et les plus hautes de Belgique. Long parcours. Écoutez, très riche. Mais c'est l'âge aussi. Hein, non, ce n'est pas que l'âge, c'est aussi toute l'action que vous avez menée, toutes les vies que vous avez eues. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans 52 minutes, Monsieur Driss Liezemi. Et nous allons essayer aujourd'hui de découvrir des choses qu'on ne connaît pas de vous. Ah bon, on va essayer, merci en tout cas. Qu'on ne connaît pas de vous, de votre parcours, de vos déclics. De vos moteurs dans la vie. Absolument. Vous êtes né à Fès, même si vous dites que vous n'êtes pas Fessi, mais vous avez grandi à Fès. Ma mère, la disait tout le temps, on est des Jibli, oui. Donc on descend des Jbala, des pays des Jbala, mais de culture et de naissance Fessi. De culture et de naissance Fessi. Alors une famille marocaine
Modeste. De l'après, enfin, qui est arrivé à. Mes parents, tous les deux, ont immigré de la campagne dans les années 40. Vous savez, il y a eu une grande famine au Maroc dans les années 40. Et donc, c'est cette génération-là. Et je fais partie, dans la famille, de la première génération qui a bénéficié de ce grand élan pour l'éducation, pour l'école publique de l'après-indépendance. Exactement. Vous avez eu la chance de fréquenter une école publique, pas n'importe quel, le lycée Moulay Idriss, parce que c'était un melting pot. Et vous aviez des enseignants de valeur. Ça vous a beaucoup marqué, le lycée Moulay Idriss? Écoutez, l'école publique de manière générale, mais le lycée Moulay Idriss dans les années 60, puisque j'ai eu mon baccalauréat en juin 1970, on avait des professeurs extraordinaires. Bernard Jacobiac, qui faisait partie de la rédaction de la revue Souffle, et avec lequel on a essayé d'ailleurs de monter un grand poème de Abdeltef Labi comme pièce de théâtre. On a eu aussi un prof, moi, qui m'a marqué, M. Al-Klalch, qui m'a fait écouter la première pièce de musique classique. Un jour, il rentre en classe avec un tourne-disque qui est nommé le Boléro de Ravel. Oui. Et bon, évidemment, le professeur Al-Klalch. Et puis, toute une myriade de professeurs d'arabe, de géographie, d'histoire. Oui, et puis de toutes les nationalités, parce que vous étiez ouvert sur le monde. Il y avait des enseignants britanniques, français, américains, marocains. Miss Clay Kemp, que je n'oublierai jamais. Oui, c'était une prof d'anglais? Oui, c'est une américaine, prof d'anglais, avec laquelle on a fait aussi une revue de lycéens en anglais. Et vous étiez très, très actif parce que, bon, c'était l'époque des ciné-clubs, vous fréquentiez beaucoup le British Council, les instituts culturels, le centre culturel égyptien aussi. On avait la chance d'avoir autour du lycée Moulay Idriss toute une série de centres culturels. Il y avait une annexe de l'Institut français qui était dans la Médina, puisque tout ça se passe à Bab Boujloud. Et donc c'était un moment d'immense, enfin en tout cas bouillonnement, avec effectivement les ciné-clubs comme une des écoles de socialisation politique, exactement, en fait, esthétique et politique. Quand vous avez eu votre bac et que vous êtes parti à Marseille, en fait, vous n'êtes pas parti vierge politiquement. Hein. Déjà, il y avait quelques... Il y avait un sentiment de révolte. Il y avait un sentiment de révolte. Il y avait un sentiment de... On attendait, en fait, on était prêt pour être mobilisé dans des mouvements politiques. Alors, vous avez choisi Marseille et puis vous arrivez au lendemain de mai 68, c'est pas rien. Absolument. Et, est-ce que dès le départ, votre objectif était de partir pour revenir? Non, mais d'évidence, c'était ça. De toute façon, vous n'avez jamais quitté le Maroc. Mais, enfin, même en France. Vous êtes resté de longues années là-bas, mais vous étiez toujours... Vous militiez pour des causes, pour le Maroc. Mais écoutez, assez rapidement, il y a deux causes essentielles qui nous ont mobilisés. D'une part, la situation dans nos pays d'origine, mais j'ai fait partie d'une génération qui a été marquée par la question palestinienne. Oui. Puisqu'il y a eu en septembre 70 ce qu'on a appelé les massacres de septembre l'Aswad, septembre noir. Il y a eu 1967 aussi, absolument, qui a joué. Et donc, la question palestinienne et de manière générale, les questions des pays d'origine. Et donc, d'évidence, on faisait partie d'une génération qui pensait qu'il fallait tout changer, tout bouleverser. Ouais. Et de l'autre côté, très rapidement, par la question palestinienne, on va découvrir la situation des travailleurs immigrés, ce qu'on appelait à l'époque les travailleurs immigrés, qui étaient majoritairement seuls. Le regroupement familial était en train de se faire. On ne s'en apercevait pas, mais il était déjà à l'œuvre. Ils vivaient dans des conditions et donc le racisme dans la région marseillaise, les conditions de logement, de travail qui étaient très difficiles. Et donc on a commencé très très vite à aller quotidiennement militer auprès des travailleurs immigrés. Justement, déjà très 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 important parce que vous vouliez changer de monde, mais vous n'étiez pas communiste, vous n'étiez pas marxiste, vous étiez maoïste. Bon. Est-ce que ça vous donnait bonne conscience de ne pas être stalinien Écoutez, en tout cas, moi, j'ai eu la chance avec enfin, je pense que c'est une chance. J'ai eu la chance d'avoir des enseignants qui, très vite, m'ont fait découvrir Solzhenitsyn, avant même de partir du Maroc. Ouais. Et donc, il y avait, disons, cette prédisposition et cette connaissance de la dissidence. Ouais. Et très, très vite, il nous semblait à l'époque que le maoïsme était un peu vierge. Du stalinisme, ce qui n'est pas vrai. Avec le temps, très rapidement, on va découvrir qu'il n'y a pas eu de démocratie, plus de démocratie en Chine que dans l'URSS. Moi,
parlez-nous de cette photo. Mais écoutez, Ici, je suis là en train de jouer un travailleur immigré. c'est vous avec la valise? C'est moi avec la valise, absolument. C'est ce qu'on appelait du théâtre d'agite-propre, d'agitation et de propagande. D'accord. C'est une pièce de théâtre avec un policier, un douanier français qui jouait par un garçon qui s'appelait Charles, si mon souvenir est bon. Et donc, l'idée, c'est de montrer un peu en quelques minutes, parce que c'est un théâtre d'intervention. Oui. Donc, très rapidement, de montrer quelle était un peu la situation faite aux immigrés de l'époque et qui n'avaient pas les papiers, la carte de travail et la carte de séjour. Oui. Et ça se passait devant une préfecture ou une sous-préfecture. Les voilà, fenêtres qu'on voit sont de la sous-préfecture d'Aix-en-Provence, oui. une ville universitaire à côté de Marseille. C'est l'émergence, là, c'est l'émergence de la force politique des immigrés maghrébins. Et Oui. c'est un grand changement parce que jusque-là, ces immigrés étaient invisibles. Et donc, ils commencent à faire des grèves de la faim dans des églises pour demander les papiers. Et ça va être quelques années véritablement de bouillonnement et où on va commencer à parler des travailleurs immigrés et de leurs droits. Oui. L'idée de droit émerge. Oui. Mais vous voyez bien que là, on parle des premières générations. Oui, c'est les premières générations. Absolument. C'est les premiers. Maintenant, on est en 4e, 5e. C'est l'une de vos premières actions. Là, si vous voulez, j'ai déjà... Il y en a eu d'autres, mais... J'ai déjà une année au compteur de militantisme dans un mouvement qu'on appelait les comités palestiniens qui se sont transformés en mouvement des travailleurs arabes. Mais il fallait pratiquement tous les jours faire une action. Je veux dire, il fallait tout le temps militer. C'est pour ça que ça s'appelait mouvement. C'est pour dire qu'il fallait agir en permanence. Alors, une chose très, très, très importante avant qu'on passe à l'objet, c'est que, j'ai oublié de le dire, c'est qu'au départ, ce que vous vouliez faire du cinéma, vous. Absolument. Et puis, quelqu'un vous a dissuadé, c'est Robert Charras. Oui. Vous avez octroyé, Robert Charras. qui vous avez aidé pour avoir la bourse. Non, il m'a aidé pour avoir la bourse de l'IDEC. Oui. Il m'a inscrit à l'IDEC. Oui. Et puis après, il m'a recontacté. Je suis venu à Rabat. C'était un de mes premiers voyages de Fès à Rabat. Et c'est là qu'il m'a dissuadé de faire l'IDEC. Il m'a orienté vers l'école supérieure de commerce en disant il comprenait que le fils aîné de la famille était l'assurance retraite des parents. Et donc, grosso modo, il m'a dit c'est pas avec le cinéma que vous allez vivre et nourrir vos parents. Il faut faire un métier plus rentable. Il m'a orienté vers l'école supérieure de commerce. On verra finalement que ce sera ni commerce, ni cinéma, ce sera autre chose. Ce sera du journalisme et après autre chose. Oui. On va marquer une courte pause pour découvrir, parce que c'est la tradition dans l'émission, l'objet que vous avez ramené. L'objet de Driss Liazemi. L'objet. C'est une poterie, mais de quel Rifen? Du Rif, oui, du Rif marocain. Pourquoi cet objet? Non, mais écoutez, moi j'ai découvert la poterie rifienne lorsque j'étais au Conseil national des droits de l'homme, et je suis allé ici. Déjà au moment de l'instance équité et réconciliation, avec mon ami Salah Al-Wadi, on suivait la partie, disons, des investigations dans le Rif marocain. Puis après, j'ai découvert surtout le Rif avec le Conseil national des droits de l'homme et la poterie à cette occasion. Ce savoir-faire ancestral, millénaire de la poterie des femmes potières marocaines a pratiquement disparu, ce savoir-faire, avec, disons, la modernisation des techniques de production, avec la disparition des grandes maîtresses de cet art. Et donc, on avait affaire à une tradition qui n'est pas qu'esthétique, qui était très pratique. Oui. Tous les instruments de la vie quotidienne étaient faits. Et en même temps, un certain nombre disons par exemple, les femmes rifaines mettaient un petit serpent, une poterie qui illustrait un petit serpent dans les berceaux des enfants pour éloigner Ah oui. Et donc, c'était vraiment une vie organisée autour de cette poterie. Et maintenant, elle est malheureusement en train de disparaître. On trouve encore des pièces ici ou là, mais le savoir-faire est quasiment parti. Donc le savoir-faire est parti, il n'y a pas de transmission, et même les objets, ils se sont raréfiés. Il y en a... Non, on en trouve encore de temps en temps, mais sur le net. Mais la plus grande collection de poterie marocaine du Rif
et à l'étranger. Oui. Ce sont deux Espagnols, un couple d'Espagnols qui a cette collection. Oui. Et j'espère que cette collection réintégrera le Maroc un jour ou l'autre. Oui. Alors, on va reprendre là où on s'est arrêté. Votre militantisme avec les travailleurs maghrébins, les immigrés, avec beaucoup d'injustice, et puis pour la cause palestinienne. Et vous n'allez pas tarder à un peu trop déranger. Oui. Donc, au bout de 3-4 ans 5 ans. 5 ans, en Oui, 75 Oui, j'ai été reconduit à la frontière, comme on dit aujourd'hui. Motif Atteinte à l'ordre public. On avait organisé ce qu'on appelait atteinte à l'ordre public. Enfin, les étrangers n'avaient pas le droit d'association. C'est ça, jusqu'à 1981. Oui, les gens ne le savaient pas. Oui, oui depuis 1939 jusqu'en 1981. Et donc, dès qu'ils faisaient de l'agitation, comme ils disaient, oui. Il y a eu au moins une dizaine d'expulsions d'amis. Et donc, c'est en organisant une grève de la faim de sans-papiers marocains à Montpellier que j'ai été interpellé et expulsé vers le Maroc. Au Maroc, ce n'était pas la joie non plus, c'était les années de plomb. Au Maroc, à l'époque, les Marocains qui étaient à l'étranger étaient notamment encadrés par les amicales des travailleurs et commerçants marocains qui avaient été créés autour de 1973-1974. Et on était interpellés. Il y avait un centre de détention à Rabat réservé aux Marocains de l'immigration, où il y avait, lorsque je suis passé, moi, entre janvier et avril 1975, il y avait une trentaine de personnes qui étaient là détenues, parfois depuis des années, pour certains d'entre eux. Depuis des années. Vous avez la chance de... Moi, si on peut dire la chance de passer non, j'ai échappé, que 3 mois. Et puis après, ça devenait impossible de rester au Maroc parce que vous je suis resté une année. Difficile, harcelé, fliqué. Je suis resté une année. J'ai commencé à militer aussi ici. J'étais en lien aussi avec les détenus qui étaient à l'époque à Kinitra, dont notamment Feu Darqaoui et Feu Harzani, qui viennent tous les deux de nous quitter. Il y a moins de... Oui, si on peut voir la photo de Feu Harzani, Allah yarhamou. Et donc, si vous voulez, au bout d'une année, j'ai dû repartir illégalement du Maroc. Parce que vous avez été condamné. On a essayé de m'interpeller et donc je me suis caché une année et je suis reparti en 1977 illégalement vers la France. Illégalement sur un voilier. Ça a été un très beau souvenir d'ailleurs. Sur un voilier? Un voilier, oui. Je suis parti de Mder. Mais les gens ne savent pas, vous avez été condamné à une peine, pas n'importe laquelle, à peine perpétuité, par contumace. Mais c'était automatique. C'était automatique. Par contumace, mais c'était automatique. Absolument. La prison à perpète, à l'époque, c'était... Écoutez, c'est... Alors, l'histoire de ce voilier, c'est particulier. Là, on voit Feu Harzani. Oui, avec... Laham, qui est un grand homme de théâtre qui est devenu syrien. Donc, pourquoi le plus beau souvenir de votre vie? Le voyage en lui-même? C'est un voyage qui signifiait la libération, oui. Qui signifiait de retrouver ma femme, de retrouver les amis, mais aussi parce que la voile, vraiment, moi, j'ai toujours dit que j'aimerais que la voile soit une discipline nationalisée, c'est-à-dire à la disposition de tout le monde. Lorsque je vois des voiliers, vous savez, qui sont arrêtés, qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas durant 11 mois minima, je me dis, bon, c'est dommage pour le voilier, Je pense que c'est un sport qui devrait être, une activité qui devrait être vraiment à la portée de tous. Parce que c'est tellement beau de voyager ou de se retrouver en haute mer. Je ne suis pas un grand sportif du tout. Mais là, c'est une activité qui reste pour moi essentielle, même si je ne la pratique pas. Oui, c'est comme se perdre dans le désert ou être dans l'océan, c'est peut-être procure le même... Peut-être. Ça permet peut-être de se retrouver. Alors, vous avez eu la chance de pouvoir partir. Ce n'était pas le cas malheureusement pour votre frère. Non. Parce que votre famille a eu des moments durs. Votre frère, plus jeune que vous, a été condamné à 20 ans, 20 ans. De prison. Il était à la fameuse prison de Kenitra.
Et c'est Abdelali, c'est ça? Abdelali, Abdelali. C'était des moments durs pour la famille. Bon, il va passer 7 ans. Oui. Mais c'est quand même 7 ans à la prison de... Mm. Et vous, depuis Paris, où vous vous êtes installé, vous allez vous lancer dans un tout autre métier. Mm. Écoutez, le journalisme, parce que on a eu... c'était aussi des moments où, disons, c'est le début de l'instrumentalisation politique et politicienne de la question migratoire. Et là, je veux dire, on commence à parler de faire cette comment dire cela, cette liaison entre chômage et immigration. Mm. Et on commence à parler de la nécessité de renvoyer les immigrés, oui, avec ce fameux million de sur les rues. Et là, avec un groupe d'amis, on s'est dit qu'on va faire un journal qu'on a appelé Sans Frontières. Et on avait le premier manifeste pour créer ce journal, c'était 3 petits tours puis 100 vents. C'était le titre. Ouais. Bon, vous voulez qu'on parte, on va partir. Ouais. Mais avant, on va s'amuser et faire un journal. D'où le journal, l'idée du journal Sans Frontières. Et puis, il y a eu aussi Baraka. Baraka qui a pris la suite de Sans Frontières. Qui a pris la suite. Et puis, la Fondation Générique, l'association Générique, c'était dans la foulée? C'était bien après? C'est venu en 1986, exactement. C'était 86. Après l'expérience de Sans Frontières et de Baraka. Parce que, si vous voulez, entre-temps, il y a eu cette marche, cette fameuse marche des beurs. On va voir, justement, un événement très, très, très important, la marche des beurs. Marseille, exactement. 15 octobre. Je suis au départ de cette marche en Vous barbu. êtes là avec la barbe et les cheveux... Bon, comme les cheveux de l'époque. Bah oui, c'était... On est en 83, le 15 octobre 1983. Les enfants de l'immigration... Là, il y a, si vous voulez, avant on a parlé des immigrés, là on est passé aux nouvelles générations. Les beurs, les fameux beurs. Et cette marche contre le racisme, à pied, inspirée de Martin Luther King et de Gandhi, va partir de Marseille le 15 octobre. On est là une quarantaine de personnes au départ. Je crois qu'on est 2 journalistes. Et on arrive les marcheurs traversent la France. Moi, je fais la marche avec eux jusqu'à Lyon, de Marseille à Lyon, en montant et en descendant pour faire un supplément, toutes les semaines, un hebdomadaire, spécial marche. Et on arrive le 3 décembre à Paris avec 100 000 personnes. Et l'émergence des enfants de l'immigration, des beurs, sur la scène politique et publique. Les marcheurs sont reçus par François Mitterrand, président de la République, et qui accorde la carte de 10 ans pour tous les immigrés, comme une sorte de cadeau pour les marcheurs. C'était une marche historique. Il y a une autre photo, je crois qu'elle date... c'était justement en lien avec les exactions, le racisme. Cette photo... elle vous a beaucoup marqué. C'est un grand moment. Ça, c'est en 1984. Oui. Après la marche. Parce que la marche a été un moment un peu d'illusion. On pensait qu'après la marche, comme si le racisme, la xénophobie allait s'évanouir miraculeusement. Donc là, il y a une série d'assassinats de jeunes à Marseille, là dans le milieu de la France. La dame qu'on voit là est la mère d'un des... Avec les yeux fermés? Oui, l'Hawari Ben Mohamed, le père est à gauche, là. Et donc là, vous voyez bien qu'il y a les mamans et les enfants de l'immigration, les jeunes. Oui. Et ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est aussi tout l'itinéraire de la famille. Un des enfants, mon ami Hassan, qui est le frère de la victime, va rentrer dans la police pour comprendre pourquoi un policier a tué son frère. Et il vient de publier un livre qu'on est en train en ce moment même, de traduire vers l'arabe, pour le publier au Maroc. Dans le titre, vous m'avez dit La gâchette facile. C'est un CRS qui avait tiré sur 3 gosses, dont l'Hawari qui avait 13 ans, 12 ans. Oui. Qui étaient dans leur voiture, tranquillement. Oui, malheureusement, ça, c'est pas des incidents, c'est des crimes qui vont se répéter par la suite. Bien sûr, sous diverses formes. Jusqu'à aujourd'hui, sous diverses formes, mais c'était les... Mais si vous voulez, lorsqu'on compare aussi avec cette période, il y en a malgré tout moins. C'est-à-dire que les tribunaux sont devenus, parce que ces combats ont porté leurs effets. Bien sûr. Et donc les tribunaux sont moins disons, faciles.
Et en même temps, aujourd'hui, la population réagit de manière systématique. Oui, oui. Alors, quand vous étiez en France, parce que votre frère était détenu à Kénitra, lui et d'autres militants, et depuis Paris et depuis la France, vous allez bouger à gauche et à droite, les associations droits de l'hommistes et tout ça, pour porter la voix, pour faire savoir, faire connaître les violations des droits de l'homme au Maroc. Et vous constituez tout un réseau. Et là, vous vous engagez à fond dans la question des droits de l'homme. Et c'est à cette époque où vous vous intégrez à la Ligue française des droits de l'homme. Oui, 1986. 1986. Si vous voulez, les années 80, en tout cas pour moi, et je pense pour toute une génération, y compris pour une partie des amis qui étaient en prison. Si vous voulez, c'est le processus de découverte de la centralité des droits de l'homme. Même si on ne se connaissait absolument pas, je sais que des gens comme Ahmed Harzani, Driss Ben Zikri, Salah Al-Wadi, oui. toute une on série peut de voir militants. les photos de Feu Ben Zikri, Feu Harzani. Oui. Toute cette génération, enfin, on a pratiquement le même âge. C'est NDH, c'est la Oui. dernière photo de... Là, on voit bien. En fait, c'est la dernière plénière présidée par Feu Driss Ben Zikri. Driss Ben Zikri. Et là, on a plusieurs sur cette photo qui est très très dure. Ouais. Plusieurs, nous ont quittés. au moins 8 militants des droits de l'homme qui ont marqué l'histoire, qui sont partis, qui nous ont quittés. En tout cas, si vous voulez, cette génération découvre les droits de l'homme. On commence à découvrir les dissidents de l'URSS. On commence à découvrir ce qui est en train de se passer avec Lech Walesa et Solidarność, Oui. et donc Václav Havel et le mouvement 84, le collectif 84 tchèque. Et donc, on découvre en même temps que plein d'autres militants, d'ailleurs, au niveau mondial, les droits de l'homme. C'est aussi la période où, disons, la première grande vague d'universalisation, d'internationalisation de l'idéal des droits de l'homme. Et donc, Oui. on est emporté par ce mouvement. Moi, je travaille beaucoup avec Amnesty sur les détenus d'opinion marocains. On fait circuler les tableaux de feu Abdeltef Derkaoui. Abdeltef Derkaoui avait peint des tableaux sur la prison, en prison, qu'on avait sortis, et ils ont fait le tour du monde. Et donc, il y avait tout ce travail de sensibilisation à la question des droits de l'homme ici. Oui. Et c'est là où je suis rentré, effectivement, en 1986, à la Ligue des droits de l'homme. 1986. Alors, vous allez passer 10 ans. Au moins, à la Ligue, à la mon Ligue, départ. oui, jusqu'à votre départ. Et puis, en 95, vous rentrez au Maroc, c'est ça? C'est en 95? En 84, il y a eu... Non, moi je suis rentré en 95. 95. C'est le grand retour des exilés qui avait commencé... Grâce amnistiante. Grâce amnistiante de Feu Hassan II, c'était ça qu'on l'appelait. Absolument. Donc vous êtes rentré, mais vous avez bien sûr continué à militer. Bien sûr. Dans la Fédération internationale de la Ligue des droits de l'homme. Vous étiez secrétaire général à l'époque. Et la Ligue française des droits de l'homme. Oui. Vous étiez vice-président. On va voir des photos avec des collègues, des Tunisiens, de cette époque peut-être. Sur cette photo, c'est un congrès de la Ligue française des droits de l'homme à Limoges, si mon souvenir est bon. Il y a 3 amis qui sont Mokhtar Trifi, Kamal Jandoubi, Khmaï Chamari et Tarek Ben Hiba. Tarek Ben Hiba qui, à la gauche ici, nous a quittés il y a un an environ. Vous voyez, c'est un garçon qui était un grand militant dans l'immigration. Kamal Jandoubi a joué un rôle important après la révolution tunisienne. Il a été ministre des droits de l'homme. Mokhtar Trifi a présidé la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Et Khmaï Chamari, c'était, disons, un des premiers Maghrébins qui est rentré dans le monde international des droits de l'homme. D'accord. Et il nous a énormément aidés. Il nous a ouvert la voie, par exemple, de la Fédération internationale des droits de l'homme. Il y a une autre photo où vous êtes avec eux. En tout cas, il n'y a pas... Voilà. Oui, c'est ce congrès de la Ligue. Là, je dirigeais à l'époque la commission laïcité de la Ligue française des droits de l'homme. Parce qu'on est en plein dans l'émergence de l'affaire du foulard, vous savez. Oui. Et donc, faut-il ou pas exclure les filles?
Et donc, on est dans ce congrès-là, à notre moment. Et vous n'avez pas coupé les ponts, bien sûr, avec la cause palestinienne, le militantisme, parce que vous êtes resté en contact avec les militants palestiniens, comme ici. Avec Raji Sourani. Ah, oui. C'est un congrès au Caire de l'Organisation arabe des droits de l'homme. Raji a créé et a été le directeur du Centre palestinien des droits de l'homme de Gaza, qui est une organisation de référence. Il vient de quitter Gaza là, avec sa femme. Sa maison a été visée, elle a été détruite totalement. Oui. Et il est au Caire maintenant et j'espère que je le reverrai bientôt. On l'espère. On l'espère. Alors, au moment où vous êtes rentré, c'était un moment particulier au Maroc. Bien sûr. Parce que c'était le moment de la transition démocratique, de son accélération. Non. Et en 2004, il y a eu un événement très important. C'est l'instance équité et réconciliation. L'instance équité et réconciliation. On va voir la photo de son installation. Par Sa Majesté, oui. Avec le recul, parce que tout ça, c'était des moments très forts, décisifs pour notre histoire, se réconcilier avec notre passé, avec... Écoutez, comment vous l'avez vécu? Quels souvenirs gardez-vous de cette époque? Moi, si vous voulez, comment vous étiez dedans? Non, si vous voulez, ça a été d'abord, il fallait choisir, parce que lorsque c'est Omar Azimen et Sidis Mizgri m'ont contacté pour faire partie de la Société de réconciliation, j'ai hésité. Vous êtes en haut avec les lunettes. Hein. Oui, là-haut. Là. Ouais. J'ai hésité un peu parce que, si vous voulez, j'étais à l'époque à la Ligue des droits de l'homme, et j'ai discuté avec un des familles d'anciens détenus ou même de disparus marocains qui vivaient à Paris. Oui. Et je leur ai demandé leur avis. J'ai demandé mon avis, leur avis à mes amis de la Ligue, de la FIDH, mais aussi, surtout, à mon frère Larhamo et à ma sœur. Et les deux ont encouragé cette participation. Parce que, si vous voulez, il y avait la thématique déjà dans la presse marocaine de la récupération. Oui. Et voir certains commentaires les anciens opposants de gauche. Et même l'utilisation du terme trahison. Ça a été utilisé. Trahison. Oui. Marzénisé. Exactement. Donc, tout ce discours. Alors, il y avait... Moi, c'est le point de vue de mon frère Larhamo et de ma sœur à raconter, parce que l'idée, c'est de dire, les deux ont eu, sans se concerter, la même réponse. Il faut y aller parce que ça peut garantir un autre avenir pour nos enfants. Les deux avaient des enfants en bas âge. Et lui a fait de la prison, 7 ans en plus. Oui. Donc, mais même ma sœur a beaucoup souffert de cette période. Et donc, c'était ça l'idée. On va se réconcilier, on va travailler pour garantir un avenir meilleur. Et ça, je crois que c'est ça qui était l'enjeu, et ça valait effectivement l'enjeu. Donc, j'ai aucun regret, bien au contraire. Et en même temps, ça a été les moments, là, vous voyez, on voit les auditions publiques qui ont été... historiques, poignants, des séances d'écoute un peu partout au Maroc. Oui. Tout à l'heure, on parlait de notre ami Khmeiz Chemal, le Tunisien. Il est là, à la gauche. Il est là, oui. Il a assisté à cette audition. Et donc, si vous voulez, l'idée, c'est de dire il y a un processus de réconciliation successive, à mon avis, qui a commencé sous Feu Hassan II. Et je pense qu'une des premières réconciliations marocaines, c'est lorsque Feu Hassan II a nommé Feu Saad Abdelrahman Yousfi. Bien sûr, le voilà, c'est le moment, disons, un moment symbolique très fort et politique aussi. Et donc aussi le retour de la famille Ibn Barka. Il y avait des moments comme ça, Serfati, il y avait toute une... Absolument. C'est ce processus. Et là, ce processus a connu, comme vous l'avez dit, exactement une accélération qui reste encore aujourd'hui. Là, il y a eu, je reviens d'un grand colloque international à Berlin. Il y a eu aussi une rencontre au Maroc sur la justice transitionnelle, les commissions de vérité. L'IER prend, en plus avec le recul, une importance stratégique. Par exemple, très rapidement, une des questions que toutes les commissions de vérité se posent, c'est est-ce que les recommandations sont mises en œuvre? Eh bien, une des expériences au niveau international où les recommandations ont été prises en compte et en œuvre, c'est notre expérience marocaine.
Pas toutes les recommandations, mais une grande Pratiquement, partie. sérieusement, pratiquement oui. toutes. Pratiquement Sérieusement. toutes. De toute façon, vous le dites, adepte vous êtes ceux qui pensent qu'il faut faire bouger les choses. C'est normal de l'intérieur et convaincu que l'idéologie des droits de l'homme n'est pas un combat d'opposants, qu'il faut vraiment, sinon on va rester toutes... Écoutez, si vous permettez, je dis assez souvent que pour que les droits de l'homme avancent, il faut qu'il y ait, disons, la rencontre entre trois types d'acteurs. Il faut qu'il y ait l'État, il faut qu'il y ait la société civile, il faut qu'il y ait la science, le savoir, Oui. l'expertise. Et donc c'est ça Bien sûr. Et donc on ne peut pas faire avancer les droits de l'homme en dehors des États. Et ce sont les États qui signent les textes internationaux des droits de l'homme. Avant de passer à un autre événement très, très, très important auquel vous avez contribué aussi, c'est la Constitution en 2011, on va marquer une pause pour voir le triptyque, les 3 photos que vous avez choisies. Triptyque. La première photo que vous avez choisie, Idriss Liazami, et cette photo avec Idriss. On parlait de l'instance. Oui, on parlait avec de l'IER, Idriss Meskri, là on est en train de discuter de je ne sais pas quoi. Et à gauche, il y a quelqu'un qui a compté beaucoup pour moi, c'est Abdelaziz Bennani, oui. qui a été le président de l'OMDH, vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme. Et surtout avec lui, on a organisé le premier congrès international de l'AFIDH dans un pays arabe, à Casablanca, en 2000. Et c'est notamment grâce à lui. C'est son idée, c'est lui qui a été la cheville ouvrière. Il a été premier président du réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme. Oui. Et il a été, disons, un peu l'homme qui a commencé à sortir la question des droits de l'homme de la mainmise politique sienne au Maroc. Et je crois qu'il a joué un rôle essentiel à cet égard. Ouais. Deuxième photo, avec un autre militant, Allah yarhamou, Harzani, qui vient de nous quitter. Ahmed Harzani qui vient de nous quitter. On va commémorer dans quelques jours. On n'a que des présidents du CNDH, là. Président du CCDH. Du CCDH, oui, auquel j'ai succédé. Grand témoin, à mon avis, d'un courage extraordinaire et de lucidité politique des auditions publiques. C'est lui, si vous voulez, qui a aidé, à mon avis, les militants de gauche d'assumer tout leur cheminement. Il a été notre porte-parole à tous, à cette génération. Et de ce point de vue, je crois qu'il est essentiel et restera comme un homme essentiel. Troisième photo. C'est 2011. Il y a beaucoup de personnes, mais en fait, vous avez choisi cette photo pour un homme en particulier. Il y a Tozi, qu'on reconnaît, mais il y a Monsieur Mohamed Berdouzi avec la cravate grenat. Mohamed Berdouzi est un grand, à mon avis, c'est un grand homme d'État qui a joué un rôle essentiel à des moments, par exemple, dans la réforme de l'éducation avec la COSEF, le rapport de la COSEF. C'était un grand intellectuel, un homme d'une capacité de travail extraordinaire. Il a été hospitalisé, il était malade durant les dernières semaines de la commission consultative de la Constitution. Il n'a jamais bougé. Je veux dire, vraiment, il a été d'un courage extraordinaire. Oui. Et on l'a hospitalisé juste avant son décès, le jour du référendum, alors qu'il a joué un rôle essentiel dans la rédaction de cette Constitution et dans notamment son préambule. Le préambule, qui est très, très, très important. Il faut lire le préambule, ne serait-ce que le préambule. Absolument. Absolument. Très important, ce qu'on oublie de faire. Alors, vous faisiez partie des 19 experts chargés de rédiger le projet de Constitution. Le projet de la Constitution. Le projet. Constitution 2011, grand événement. Beaucoup de choses ont changé depuis. Et puis, vous avez assuré vous avez succédé jusqu'à 2018, décembre 2018. Vous étiez président du CNDH, et puis à un certain moment, en même temps, du CCME. Oui. Comment vous faisiez? Honnêtement, j'ai délégué une bonne partie des activités et de la gestion du CCME, monsieur le secrétaire général. J'ai repris maintenant une partie de mes activités au CCME depuis 2018. Mais bon, je crois que si on délègue un peu et si on fait les choses avec cœur, on peut en tout cas,
s'en sortir, ou essayer de s'en sortir, en tout cas. Est-ce que c'est votre... On dit de vous que vous avez beaucoup de tempérance, vous avez beaucoup de... Vous pouvez être très calme, très pragmatique, mais que vous pouvez être parfois colérique. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui peut vous mettre en colère? Je ne sais pas, sérieusement, je suis incapable de... Ça part au quart de tour pour non, des... non, mais je crois... non, ça Vous savez ce qui vous met hors de vous Honnêtement, si vous voulez, c'est l'idée de posséder la vérité absolue. Alors que bon, j'ai appris, moi, que toutes les vérités sont relatives. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est oui, si vous voulez, moi, j'ai appris, en tout cas, dans un certain nombre d'associations, et notamment à la Ligue française des droits de l'homme, la capacité de discuter, de s'écouter et d'arriver à un compromis. Oui. La Ligue française des droits de l'homme, depuis un siècle, tient la réunion de la plus haute instance une fois par mois, le 3e samedi du mois. C'est une tradition. On passait la journée à nous engueuler pour parler un peu. Et après, si vous voulez, on arrivait à un compromis. Et c'est ça, à mon avis, ce que j'appelle même la réconciliation. Oui, pour vous, le consensus, ce n'est pas un problème. Au contraire, ce qui est important, c'est ne pas être d'accord. C'est le dissensus. Dissensus, oui. J'ai dit la réconciliation, parce que les gens me disaient, est-ce que je peux me réconcilier avec un grand violateur des droits de l'homme? Et moi, j'ai toujours dit, la réconciliation, c'est la capacité de gérer pacifiquement le dissensus. Est-ce que c'est peut-être parmi les raisons pour lesquelles le Maroc et l'État a beaucoup fait appel à vos services comme ancien homme de gauche pour des missions et des postes jusqu'à aujourd'hui, vous faire confiance parce que vous avez justement ce sens-là? Écoutez, moi je pense sérieusement c'est toute une génération, je veux dire, je ne veux pas jouer à la fausse modestie, mais il y a une génération qui a compris qu'il fallait un idéal de justice sociale, de respect des droits fondamentaux, que cela ne pouvait se faire que dans la durée, et qu'il faut aussi travailler avec le maximum d'acteurs. Et un des acteurs essentiels, c'est l'État. Et dans cet État marocain, à mon avis, on a eu l'arrivée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. C'est un moment où il a rencontré, où il a compris, où il a eu le génie de comprendre ses attentes et ses aspirations. Et donc, progressivement, et ça continue aujourd'hui, me semble-t-il, de savoir repérer les talents et les capacités qu'il y a dans ce pays et dans sa jeunesse. Et c'est ça, mais je veux dire, c'est pas qu'un itinéraire personnel. Il faut des contextes et puis aussi rencontrer les hommes et les femmes qui peuvent vous accompagner, vous éclairer et vous aider à voir le chemin. Alors, l'aventure avec le CNDH s'est arrêtée, mais vous êtes toujours actif dans tout ce qui est droits de l'homme, avec la Fondation Agiel, dans vos autres activités. Et puis, il y a l'aventure avec le CCME qui dure depuis 16 ans. 16 ans, Depuis 16 ans. Qu'est-ce que, de quoi vous êtes le plus fier pendant ces 16 ans et quels sont vos plus grands regrets pour les actions que vous avez menées et pour vous, qu'est-ce qui est le plus important à faire pour aller vers cette communauté et pour que cette communauté vienne vers nous? De quoi vous êtes le plus fier et qu'est-ce qui vous frustre le plus aujourd'hui? Écoutez, on est vraiment comme pays, c'est un pays qui a, même si parfois on n'en a pas cette impression, qui a été pionnier dans la matière de ce qu'on appelle aujourd'hui les politiques de la diaspora. Oui. C'est-à-dire qu'on voit que le Maroc a... grande tradition de gestion de la diversité. Exactement. Deux, il y a aujourd'hui, je pense qu'une institution qui reste dans sa tour d'ivoire, ce n'est pas suffisant. Et donc c'est pour ça qu'on a multiplié les activités par thème. Des rencontres entre les femmes, des rencontres entre les compétences, sur les retraités, sur les enfants non accompagnés, etc., etc. Et donc, on a fait, à mon avis, progressivement du CCME ce que j'appelle un réseau de réseaux. Oui. C'est-à-dire que, quel que soit le nombre des membres de ce conseil, qui est consultatif, l'extrême majorité des talents resteront en dehors. C'est ça. Donc, il faut arriver à trouver des travaux avec le maximum et des activités avec le maximum de Marocains du monde. 3, à mon avis, on a contribué de manière importante à commencer à changer les perceptions
des Marocains du Maroc de l'immigration et réciproquement. Réciproquement. C'est-à-dire, Donc aujourd'hui... les profils ont beaucoup changé. Oui, alors l'autre élément essentiel, c'est qu'on a aidé aussi à faire émerger ces nouvelles mutations. Ben oui. Mondialisation de cette immigration, diversification, dans les 4 coins du monde, même si 80% restent en Europe, mais quand même. Féminisation à 50%. Féminisation, mais c'est des femmes qui ne partent pas pour rejoindre, qui partent d'elles-mêmes. C'est très important. Très important. Bon, bien évidemment, émergence, surtout développement du niveau socioculturel. Aujourd'hui, un Marocain sur 5, c'est Bac+6. Oui. Et c'est un potentiel extraordinaire. Souvent, on pense qu'à la dimension technique, les grands chercheurs en sciences dures. Oui. Mais si vous voulez, lorsque vous voyez la richesse extraordinaire de la littérature, par exemple, aujourd'hui, je dis que le roman marocain d'aujourd'hui s'écrit à l'étranger est majoritairement féminin. Il s'écrit en castillan, en catalan, en français, en néerlandais, en allemand, en anglais. Il faut traduire. Oui, absolument. Il faut traduire. Et puis vous pensez que l'un des meilleurs moyens de rapprochement, ça reste la culture. Écoutez, on en a fait une priorité dès la naissance du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, en soutenant les artistes, en essayant de faire venir ici le maximum de talents et de faire connaître leur œuvre, quel que soit le domaine de création, et en essayant aussi de faire connaître les cultures marocaines. Oui. Là, par exemple, dans les semaines qui viennent, comme le nouvel an Yennaïr, le nouvel an Amazigh et férié, le 14 janvier, oui. Il y a un élan d'organisation de fêtes pour célébrer cet anniversaire qu'on va soutenir. Et puis vous défendez l'idée que certains sont encore attachés à l'idée de représentativité politique, alors que ce sont de nouvelles générations ancrées dans d'autres contextes, qui ont des postes de responsabilité dans leur pays, qui revendiquent deux appartenances. Ils ont le droit d'appartenir à deux pays et il faut se décomplexer. Écoutez, je pense que fondamentalement, cette double appartenance, elle a été inscrite dans la Constitution. Oui. Ça veut dire le fait que le Maroc est un des rares pays au monde qui accepte cette double appartenance dans le texte constitutionnel. Oui. 2, c'est une réalité massive. Vous parlez des élus d'ascendance marocaine. On a vu durant le dernier séisme leurs manifestations et leur solidarité. Oui. Je crois que là, on a un gisement extraordinaire de développement de la coopération décentralisée entre les collectivités territoriales marocaines et les collectivités territoriales de ces jeunes. Avant de passer au chef-d'œuvre, il y a des photos, 3 personnes dont on a oublié de parler. Ce sont des artistes. Hussein Slaoui. Oui. On va voir sa photo. C'est une affiche des disques pâtés qui date des années 40, il y a une raison 50. pour laquelle, voilà, parce que... Mais parce que si vous voulez, Hussein Slaoui avec un autre artiste marocain... Montrez-nous les 2 autres artistes, Abdouhab Agoumi et... Très belle photo. Ouais, magnifique. Et... Haj Belaïd. El Haj Belaïd. Écoutez, on sait que le Haj Belaïd est le grand... Il a été à Paris, lui et Hussein Slaoui, à la fin des années 1930. Et à partir de leur voyage, ils instaurent une tradition qui va durer dans les années 40, 50, 60, qui dure aujourd'hui, qui est celle de ce voyage à Paris, ce passage par l'immigration, qui enrichit la culture marocaine et qui enrichit aussi la culture de ces pays. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes aussi, lorsqu'on pense histoire de l'immigration, on pense sociale, histoire du travail. On en a parlé, la souffrance, l'usine, le racisme. Mais c'est aussi une histoire culturelle. Et c'est une histoire culturelle riche, et c'est une histoire culturelle que nous a fait. On ne peut pas parler du cinéma marocain du XXe siècle, du théâtre, des arts plastiques et de la chanson, sans parler de l'immigration. De l'immigration. On passe, malheureusement, parce que le temps que nous est imparti est terminé, à la dernière rubrique, celle du chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre de Delci Azami. Vous avez beaucoup hésité. Oui. Mais finalement, vous avez choisi... Driss Shraibi, les boucs. Et pourquoi vous avez choisi la traduction, l'œuvre traduite en arabe et pas les boucs? Les boucs a été publié en France en 1955. Oui. C'est un événement littéraire. C'est aussi un livre qui déclenche des polémiques.
mais il ne sera traduit en arabe et publié par Leila Chaouni et le Fennec qu'en 2021. 2021. Et on salue Mohamed Hamoudan, grand poète, grand écrivain et traducteur. Voilà. Et donc, je me dis, si vous voulez, que durant plus de 60 ans, on s'est privé, l'imaginaire marocain s'est privé d'une richesse. C'est-à-dire que c'est un très grand roman sur l'immigration. J'ai lu pas mal de livres sur l'immigration, de fiction, et c'est un des plus beaux, sinon le plus fort, en tout cas le plus extraordinaire, qui, de mon point de vue, qui montre le plus ce que c'est la souffrance de l'immigré seul, de l'immigré faux célibataire. Et je regrette, et j'espère qu'on n'attendra pas 60 ans pour découvrir toutes les œuvres des romanciers et romancières marocains de l'immigration. Traduit. Alors, si vous n'avez pas lu Tiyous ou les boucles, lisez-le en français, en arabe, peu importe, lisez-le. En poche, il existe. Merci beaucoup, Driss Liazemi. C'était un réel plaisir de vous recevoir. Merci. Franchement, un réel plaisir. Et à très, très, très bientôt, j'espère. Il y a tellement d'autres sujets sur lesquels on va parler encore, parce qu'il y a beaucoup de choses encore. Il y a beaucoup de... On n'a pas fini avec l'abolition de la peine de mort, et il y a le code de la famille qui arrive. Il y a beaucoup de choses concernant les... Il y avait de très belles assises du féminisme. Du féminisme, absolument. Merci beaucoup, monsieur Driss Liazemi. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon suite des programmes sur Média TV. À la semaine prochaine.